Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du club, la dernière de la saison. À mes côtés, comme souvent, comme toujours même, Amin Rahmouni. Bonsoir Amin. Bonsoir chers amis, bonsoir chers amis et mbarouk aïdkoum. Avec nous également Reda Allali. Bonsoir Reda. Salut les amis. C'est la dernière de la saison, comme quoi toutes les bonnes choses ont une fin, en tout cas une fin, on l'espère, temporaire. Allez. On ne sait pas, on verra ça l'année prochaine. C'est à toi de nous le confirmer ou pas. Ouais, je vais voir. Je vais passer l'été à réfléchir à votre sort, mais Au mercato. Au mercato, mais je pense qu'il n'y en aura pas de mercato cette saison. On est comme certains clubs interdits de vendre. De vente et de recrutement. Et de recrutement. Une édition, donc, la dernière de la saison et une édition spéciale. Un numéro spécial du club avec un invité spécial, Mehdi Benatiya, que Fouad El-Hannaoui est allé rencontrer à Turin. L'ancien capitaine des Lions d'Atlas, le joueur de la Juventus, se livre et évoque plusieurs sujets, bien sûr, sa carrière, son passage à Rome, son passage également au Bayern de Munich et maintenant à la Juve. Mehdi Benatiya qui parle également de l'équipe du Maroc. Je vous laisse avec cet entretien exclusif accordé à Fouad El-Hannaoui par Mehdi Benatiya à Turin. La Ligue des Champions. La famille va bien? Bonjour Mehdi Benatiya. Bonjour à vous, c'est un plaisir de vous recevoir. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, regardons d'abord ce reportage sur le parcours de Mehdi Benatiya qui a débuté en France. Milieu offensif de formation, Mehdi Benatiya se révèle chez les jeunes au poste de défenseur central. Après une expérience non concluante à Marseille et des premiers pas timides en Ligue 2, du côté de Tours d'abord et de Clermont Foot ensuite, Mehdi Benatiya explose en Italie. C'est à Udine que Benatiya va donc trouver son chemin, un véritable sans faute durant son bail de 3 ans avec 97 matchs et 7 buts inscrits. Difficile dans ces conditions de ne pas taper dans l'œil des grands clubs italiens et européens. Et c'est finalement à Rome que Benatiya va atterrir. Rome où Mehdi Benatiya franchit un cap. Il dispute 40 matchs lors de sa première et finalement unique saison chez la Louve. La faute à une offre qui ne se refuse pas, celle du Bayern de Munich et d'un certain Pep Guardiola. À Munich, Benatiya aura toutefois beaucoup de mal à s'imposer et ses relations avec l'entraîneur catalan se détériorent rapidement. Benatiya décide alors de revenir en Italie en prêt chez la Juventus Turin où il est désormais lié jusqu'en 2020. À la Juve, perturbé par des blessures musculaires et par une concurrence des plus rudes, Benatiya ne s'est pas vraiment imposé. Il aura toutefois fait la une des médias italiens. Interviewé par la RAI après le derby de Turin, Benatiya a indiqué avoir entendu une insulte raciste à son encontre proférée dans son oreillette. Pourtant, quelques jours plus tard, la chaîne de télévision italienne nie tout lien avec l'incident et le football transalpin renoue avec ses vieux démons une fois de plus. En équipe nationale, Benatiya débute d'abord avec l'équipe de France chez les jeunes avant de choisir le Maroc. Avec les Lions d'Atlas, il débute en 2008 lors de la victoire face à la Zambie. Contre l'Algérie, le pays de sa mère, Benatiya va inscrire son premier but avec la sélection marocaine lors de la victoire 4-0 à Marrakech. En 2013, il hérite du brassard capitaine
italienne. Et après une cinquantaine de sélections, il décide de mettre entre parenthèses sa carrière internationale pour se consacrer à son club. Une décision qui a suscité une énorme polémique. En venant ici à la Juve, je crois que vous avez fait le bon choix, une équipe compétitive, rodée, au grand rendez-vous, 6 fois champion d'Italie. Je crois que vous avez fait le choix de conquérir des titres. On est en train de faire, je pense, un parcours plus qu'intéressant parce qu'on est en train de remplir les objectifs qu'on s'était fixés en début de saison. Voilà, c'était gagner le 6e titre de suite. Jamais personne ne l'a fait dans le calcio. Donc la Juventus est la première équipe à gagner 6 Scudetto d'affilée. Donc pour ça, il faut déjà féliciter tout le groupe, tout le club, toute la société, parce que c'est un travail de tout le monde. Donc on est vraiment fiers de ce parcours. Plus la Coupe d'Italie, c'est pareil. Ça fait 3 fois d'affilée que la Juve la remporte. On sait que c'est très important en Italie, la Coupe. Donc forcément, c'est une première année magnifique pour moi. Et j'étais venu pour ça, je voulais continuer à gagner des titres, comme c'était le cas au Bayern de Munich. Et la Juve a été l'équipe top à ce niveau-là. Quand on est professionnel, on a envie de vivre des moments comme ça. Quand tu soulèves la coupe, quand tu joues des demi-finales, des finales de Champions League, comme j'ai dit, c'est magnifique. Et après, c'est difficile de redescendre d'un niveau. Donc forcément, quand on a goûté, on veut y rester. Et c'est pourquoi je suis très heureux d'avoir fait ce choix-là. Après 2 saisons difficiles avec le Bayern de Munich, vous avez choisi d'atterrir ici, à la Juve, qui dispose d'une défense hermétique avec les Chiellini, les Barzagli, les Bonucci. Croyez-vous avoir fait le bon choix? Après, c'est clair que ce n'était pas le choix de la facilité. Je savais très bien qu'il y avait de très grands joueurs déjà dans cette équipe. Ça a été le cas aussi au Bayern de Munich. Mais je pense que quand un joueur veut gagner des titres, quand on veut jouer des demi-finales, des finales de Ligue des Champions, il faut jouer dans des grandes équipes. Comme je dis, si je voulais faire 50 matchs dans l'année et peut-être être sûr d'avoir ma place, je serais parti dans un petit club pour jouer l'Europa League. Et voilà. Mais moi, ce n'est pas ce que je cherche. Moi, j'ai toujours recherché le très haut niveau. Et je pense que la Juventus me correspond parfaitement parce que c'était un retour en Italie. C'était très important pour moi de rentrer en Italie dans un club, comme j'ai dit, comme la Juve qui tous les ans se bat pour gagner des titres. Donc après, voilà, c'est magnifique de jouer avec des joueurs comme vous avez cité. C'est des joueurs de très haut niveau avec une mentalité exceptionnelle. Donc voilà, ce n'était pas un choix de la facilité, mais je pense que toute ma carrière, je n'ai jamais choisi la facilité de toute façon. Quand je suis parti de la série B française pour aller à l'Udinese, c'est pareil, personne ne me voyait réussir à l'Udinese et pourtant on sait que grâce à Dieu ça s'est bien passé. Donc voilà, je ne suis pas quelqu'un qui choisit la facilité, j'ai des objectifs en tête et je suis fier quoi qu'il arrive de chaque année, depuis 3 ans, gagner 2 titres et porter mon drapeau avec moi marocain tout au long de la saison et je pense que c'est une fierté aussi pour les Marocains, donc ça me rend heureux. Vous avez pris quand même le risque de venir ici à la Juve et vous aviez pertinemment que ça ne va pas être une tâche facile. J'ai toujours été confiant. Je pense que dans le football, si déjà le joueur ne croit pas en lui, je ne sais pas qui c'est qui va croire en lui. Donc moi, bien sûr, je connais mes qualités. Malheureusement, ça fait quelques saisons. J'ai été très embêté par de nombreuses blessures. Cette année, ça a été déjà un petit peu mieux. Mais il y a eu la Coupe d'Afrique aussi au milieu, donc je n'ai pas été très présent à la Juve. Je vais finir la saison avec peut-être une 20aine de matchs au total. C'est clair que sur le plan individuel, j'aurais préféré peut-être faire 30 matchs ou 35 matchs. Mais je me pose pas trop de questions. C'est ma première saison ici. Voilà, il y a des gens qui sont là. Il y a des joueurs aussi qui sont plus âgés que moi. Ils ne pourront pas jouer encore pendant 10 ans. Donc ça va être aussi à moi d'être prêt quand le coach fait appel à moi. Voilà, c'est le plus important, c'est de répondre présent quand je suis appelé à jouer. Et c'est ça qui m'intéresse. Après, comme j'ai dit, dans la vie de tous les jours, je suis très heureux à Turin. C'est un club qui fonctionne très bien. Ma famille se sent bien aussi en Italie. Donc je ne vois pas il est où le problème. 110 ans, c'est l'âge de la vieille dame qu'on surnomme aussi la Juventus, la Vecchia Signora, vieillie mais ne meurt jamais. La Juventus est l'un des clubs phares en Italie, en Europe et dans le monde. Depuis une décennie, il a mis la main sur le championnat italien, 6 titres d'affilée. Excusez du peu.
Retour sur cette performance de la Juve dans ce reportage. Si les Turinois ont échoué à nouveau en finale de Ligue des Champions, la génération Bonucci, Barzagli et Chiellini a réussi au moins à remettre la Juve sur la carte européenne. Les maîtres défenseurs valident ainsi le projet du club d'exister par la Ligue des Champions plutôt que par un championnat dont ils viennent de remporter sans trembler la 6e édition consécutive. Un 33e sacre de champion d'Italie qui est venu rappeler que la Juve, si forte toute la saison sur la scène européenne, ne pouvait tout simplement pas échouer en Serie A. Ce nouveau triomphe de la vieille dame porte la marque de Massimiliano Allegri qui est en train de se bâtir un superbe palmarès en même temps que se renforce sa réputation de grand tacticien. Recrutement réussi et adaptation tactique opportune, Allegri a construit cette saison une Juventus homogène et sans aucun point faible, à l'état d'esprit exemplaire et où le départ de Pogba a été digéré sans aucune difficulté. Les leaders ont en effet été nombreux. Buffon, bien sûr, impeccable capitaine à l'enthousiasme intact malgré ses 39 ans. Bonucci et Chiellini, garants de la tradition défensive de la Juve. Khedira, monsieur plus du milieu de terrain, pour une fois épargné par les blessures. Et les Argentins Higuaín et Dybala en attaque, auteurs à eux deux de 34 buts et 8 passes décisives. Plus généralement, ce nouveau triomphe turinois confirme que l'avance de la Juventus sur le reste du football italien est de plus en plus nette, même si, à défaut d'un immense suspense, la saison de Serie A a été riche de buts et de beau football. Avec son stade de propriété, ses infrastructures de haut niveau, ses finances saines, la stabilité de sa politique sportive et sa science du recrutement, la Juventus aspire à un statut de très grande Europe appuyé par ses 2 finales de Ligue des Champions en 3 ans. Aucun autre club italien, que ce soit la Roma, Naples ou les 2 clubs de Milan, qui désormais battent pavillon chinois, ne peut y prétendre. Ceux-là ont du travail. La Juve est déjà la grande favorite de la saison prochaine. Une vingtaine de matchs avec un seul but face au Milan AC. Êtes-vous satisfait de votre saison avec la Juve ? Sur le plan collectif, je suis très satisfait, comme je dis. Maintenant, pour l'instant, on a fait le doublé, ça déjà c'est acquis, et c'est déjà énorme. Donc voilà, je reste dans la continuité des dernières saisons où j'ai la chance de gagner des titres. Après, comme je dis, pour être vraiment comblé, j'aurais préféré faire une dizaine de matchs en plus. Mais voilà, je sais que j'ai opté pour la Coupe d'Afrique au mois de janvier avec mon pays, donc ce qui me semble normal. Donc forcément, on s'en va pendant presque un mois et demi, donc déjà on rate des matchs. Et j'ai été aussi un petit peu blessé, donc ça fait partie du métier. Donc oui, je suis très satisfait. Il y a eu les blessures, il y a eu la Coupe d'Afrique. Je crois que sans cela, vous auriez joué plus de matchs avec la Juve cette année. Oui, certainement. Après ça, on ne saura jamais. Comme je dis, il y a le coach qui est là, qui fait ses choix. On est un groupe de 24 ou 25 joueurs, il en faut 11 tous les week-ends pour débuter. Donc voilà, on sait que le coach il a toujours fait un peu de turnover, on va dire. Il a fait un roulement avec les joueurs et ça a porté ses fruits parce qu'aujourd'hui, l'équipe a fait plus de 50 matchs et on est en lice sur tous les tableaux. Donc c'est que le coach a très bien géré ça et il faut le féliciter pour ça. Après, comme j'ai dit, il y a forcément des joueurs qui auraient aimé jouer plus. Ça fait partie du football. Mais moi, j'ai toujours respecté les choix, que ce soit en club ou en sélection. Donc, c'est pas aujourd'hui que ça va changer. Après 2 saisons en Allemagne, au Bundesliga, étiez-vous content de retrouver le calcio et le championnat italien ? Oui, j'étais très heureux. C'était une priorité pour moi de rentrer en Italie. Déjà, je tiens avant tout à remercier le Bayern Munich pour ces 2 saisons extraordinaires. Mais c'est vrai que sur le plan personnel, c'était un peu difficile. Ma famille ne s'est pas très bien adaptée en Allemagne. C'était une vie assez différente de ce que j'ai connu en Italie, un climat aussi très différent. Donc même mes enfants n'étaient pas très bien. Donc c'est pour ça que j'ai préféré rentrer. Je pense qu'aujourd'hui, la seule chose qui peut passer avant le foot, c'est la famille. Donc c'était important pour moi de retrouver une stabilité et de savoir que ma famille était bien en Italie. Donc aujourd'hui, voilà, l'aventure va continuer.
J'ai signé pour 3 ans de plus à la Juve, donc je suis très content. Ici à Turin, le public est partagé entre la Juventus et le Torino. Regardons dans ce micro-trottoir l'avis du public de la Juventus concernant Mehdi Benatia, son rendement avec la Juve pour cette saison et puis son avis aussi sur le prolongement du contrat de l'international marocain. Benatia est un joueur d'exception, même si on ne l'a pas beaucoup vu cette saison, mais son parcours prouve que c'est un grand joueur. Durant cette saison, le problème pour Benatia, c'était les blessures. Il n'a pas prouvé, il ne s'est pas imposé au niveau de la défense. Nous, en Italie, on aime les grands défenseurs et Benatia s'est très vite adapté. Je pense que c'est un bon choix, c'est un joueur d'exception et je pense qu'il sera de plus en plus important. Malgré les nombreuses blessures, Benatia s'est vite adapté avec le club et a participé à des matchs en Serie A, dans la Coupe et dans toutes les compétitions. Benatia a été bon et a fait tout ce qu'on lui a demandé de faire. La prolongation de son contrat est une très bonne chose car nous avons beaucoup de joueurs assez âgés en défense. Ouais, je pense que trouver un joueur qui s'adapte aussi rapidement avec le style de la Juve est quelque chose de très compliqué. C'est une bonne chose que la Juve garde Benatia. Je pense que Benatia va prendre de l'importance, va disputer plus de matchs la saison prochaine. Donc voilà, prêté à la Juve par le Bayern de Munich en début de saison. Là, le club italien vient de lever cette option d'achat. Vous avez signé pour 3 ans. Vous êtes content, soulagé? Non, on avait fait en début de saison un prêt avec option d'achat. Tout simplement. Donc, si les deux parties étaient satisfaites, l'aventure pouvait continuer. Et voilà, la Juve a décidé de lever cette option. Donc voilà, c'est une bonne nouvelle pour moi. Je vais tout faire pour m'inscrire dans la durée dans ce club et pour continuer à être performant quand on fait appel à moi et surtout à gagner des titres. Prolonger, lever cette option d'achat, c'est une marque de confiance de la part de la Juve? Oui, bien sûr, c'est une grande marque de confiance. Ça prouve que la Juve avait envie que je reste aussi ici, donc c'est positif. Maintenant, ça, j'ai jamais douté. Je sais que j'ai un très bon rapport avec le staff, avec le coach, avec le directeur, le président, donc je n'avais pas de doute là-dessus. La Juve, cette année, il a démontré encore une force de caractère, mais surtout une défense solide. Ça prouve tout le travail que vous effectuez, vous les défenseurs, au sein de cette équipe de la Juve. Oui, mais il n'y a pas que le travail des défenseurs, parce qu'on a vu notre équipe, que ce soit l'attaquant, que ce soit Gonzalo Higuaín, en passant par Mandzukic ou Dybala. Je veux dire, dans notre équipe, il y a tout le monde qui défend. On voit bien qu'on a un état d'esprit irréprochable. Et c'est ça qui est notre force. Après, bien sûr que la défense fait un super travail, que Gianluigi Buffon, il n'a plus besoin de le présenter. On sait que c'est une légende vivante. Ça, on le sait déjà. Mais je veux dire, je pense que c'est vraiment un travail de toute l'équipe. C'est toute l'équipe qui défend et c'est ce que le coach nous demande. À la perte du ballon, on est un groupe vraiment très compact et on se regroupe très vite. Et c'est ça qui fait qu'on prend très peu de buts. Vous avez évolué à l'Udinese, puis à la Roma, effectué 2 saisons avec le Bayern de Munich. Vous retournez ici au championnat italien. Quelles sont les différences entre le championnat italien et le championnat allemand? Bien sûr, c'est très différent. Le football italien, il est réputé pour sa tactique. C'est un jeu qui est quand même assez fermé, même si ça a quand même évolué de ce point de vue-là. On voit qu'il y a de plus en plus de buts aussi en Serie A. Mais c'est un championnat où toutes les équipes sont très préparées tactiquement. En Allemagne, c'est un peu moins tactique, c'est plus on se jette à l'offensive et voilà, c'est pour ça qu'il y a des scores vachement plus larges en Allemagne. Mais je pense que quand on regarde le championnat cette année, en Italie, il est redevenu vraiment très compétitif parce que Napoli a fait une super saison, parce que la Roma a fait une très grande saison aussi. Voilà, il y a des équipes qui vont arriver comme le Milan, comme l'Inter, qui ont un projet aussi très intéressant pour l'année prochaine, donc c'est bien. Ça va devenir de plus en plus dur de gagner ce titre et l'objectif ce sera toujours de rester le numéro 1 en Italie, donc on a encore du boulot, c'est bien. Quel est le symbole de l'unification italienne? C'est ici à Turin qu'on a enterré la hache de guerre quand les troupes de Piémont ont conquis Rome, la ville éternelle. Turin est aussi le symbole de la naissance de l'industrie italienne. Retour sur l'histoire d'une ville qu'on nomme, et à juste titre, la ville magique.
Première capitale de l'Italie de 1861 à 1864, Turin se retrouve cette année au cœur des célébrations du 150e anniversaire de l'unité italienne. Turin, ou Torino, est une ville d'1,7 million habitants située dans le nord de l'Italie, dans la région du Piémont. Trop souvent décrite comme une ville industrielle sans saveur, Turin a pourtant beaucoup de charme. Cité royale, ville de la Fiat, de la Juve et du Torino, Turin possède un patrimoine diversifié, de nombreux musées et une vie culturelle dynamique. Turin qui a su se reconvertir après la crise industrielle des années 80. Désormais embellie, jouant la carte du tourisme et de la culture, Turin a changé de visage tout en conservant les splendeurs baroques de son centre historique, une ville agréable et humaine où les Turinois cultivent avec élégance un certain art de vivre. Restez avec nous, on va se retrouver dans quelques instants pour la seconde partie du club et bien sûr la seconde partie également de cet entretien exclusif accordé par Mehdi Ben Attia à Fouad El Hennaoui. À tout de suite. Rebonsoir les amis, bienvenue donc dans cette seconde partie du club. On va bien sûr vous rappeler que c'est une édition spéciale consacrée à Mehdi Ben Attia et l'entretien qu'il nous a accordé. Mehdi Ben Attia qui évoque maintenant avec Fouad bien sûr ses rapports, des fois compliqués, avec les Lions de l'Atlas. Ouvrons maintenant le dossier épineux de l'équipe du Maroc. Comme vous le savez, Mehdi Ben Attia a décidé dernièrement de mettre en parenthèse son expérience avec les Lions de l'Atlas pour gagner du temps de jeu ici avec son club. Rentrons tout de suite dans le vif du sujet. En mars dernier, donc, Mehdi, et contre toute attente, vous annoncez mettre fin de façon momentanée avec les Lions de l'Atlas. Tout le monde a été pris de court après votre décision. Non, je pense que le staff technique n'a pas été pris de court parce que le coach le savait. Il a dit lui-même qu'il y a eu un problème à la fédération quand ils ont communiqué la liste. Il a essayé de me dissuader, on va dire, parce que c'est un grand ami, c'est quelqu'un que je respecte beaucoup, Hervé Renard, autre qu'un très grand coach déjà. Mais voilà, comme j'ai dit, j'ai passé presque 1 mois et demi, 1 mois sans jouer avant d'aller à la Coupe d'Afrique. Je suis convoqué pour la Coupe d'Afrique, donc forcément en tant que capitaine, je me dois d'y aller, même si je n'étais pas en grande forme. J'avais un problème à mon genou, je n'avais pas le temps de le soigner parce que je voulais absolument aller à la CAN. On a fait quand même, on est passé, on a perdu malheureusement contre l'Égypte, mais je pense que dans l'ensemble on a fait un bon parcours, on se devait de passer ce groupe. Et voilà, mais je me suis rendu compte que ça fait beaucoup de matchs en plus, que si je voulais devenir compétitif dans mon club, je me devais d'être plus présent dans le club. Donc contrairement à ce que certains disent, la Juve ne m'a jamais mis de pression, la Juve ne m'a jamais demandé d'arrêter la sélection, parce que de toute façon, je n'aurais jamais écouté quelqu'un d'autre que moi-même. Donc ça a été un choix personnel. J'ai simplement dit que le coach Hervé Renard l'a souvent souligné, il veut des joueurs compétitifs, il veut des joueurs qui sont bons dans leur club et qui jouent régulièrement, normal, comme tout sélectionneur. À partir du moment où moi, je joue peu de matchs, je ne deviens pas compétitif. Donc ce n'est pas juste parce que je suis le capitaine de la sélection, parce que je suis certainement le plus ancien, je dois être appelé quand même. Ça ne me semble pas très honnête, donc je lui ai dit que je vais me consacrer plus à mon club pour pouvoir jouer davantage. Et Inch'Allah, je vais redevenir compétitif, je vais enchaîner les matchs. Et quand ce sera le cas, je répondrai présent, bien sûr, avec la sélection, si la sélection a besoin de moi. Aujourd'hui, il y a une nouvelle génération qui arrive, qui est, je pense, de très grande qualité. Donc si la sélection n'a pas besoin de moi, pas de souci, je serai toujours le premier supporter. Mais voilà, ça ne me semblait pas juste d'aller en sélection, comme ça a été le cas à la CAN. Ça faisait presque 1 mois et demi que je n'avais pas joué. J'arrive, je fais la préparation, je joue. Donc après, j'essaie toujours de donner le maximum, ça c'est sûr. Mais voilà, il y a des gens qui jouent plus que moi en ce moment. Après, peu importe le niveau, que ce soit dans un bas de tableau Ligue 1 ou en Ligue 2. Je veux dire, il y a des joueurs aujourd'hui marocains qui jouent tous les week-ends, qui vont finir l'année à presque 35-40 matchs.
Donc s'ils sont plus compétitifs que moi, c'est normal qu'ils représentent les Lions de l'Atlas. Moi, pendant des années, j'ai été compétitif, que ce soit à l'Udinese, à la Roma, au Bayern. Donc j'ai toujours répondu présent, toujours. Aujourd'hui, j'estime que je dois me consacrer plus à mon club et c'est important de jouer plus en club pour mériter la sélection. Donc c'est ce que j'ai dit au coach. Bien sûr, il a essayé de me faire comprendre que pour lui, c'était important quand même que je sois là, même si je joue un peu moins, parce que c'est vrai que c'est un très grand club. Donc, mais voilà, c'était une décision personnelle. Ceci dit, je suis évidemment toujours le premier supporter de mes frères, parce que c'est vraiment un groupe extraordinaire. On a vécu une super aventure à la CAN et il y avait une super ambiance. Donc évidemment, ils savent que je suis toujours derrière eux. Et voilà, mais pour l'instant, c'est comme ça. Donc on a vu là les gens, il y a ceux qui ont été frustrés, il y a ceux qui étaient en colère. On regarde. Je considère que le plus grand perdant, c'est le joueur et pas l'équipe nationale. Parce que l'équipe nationale est plus grande que Ben Attia. Ben Attia est un défenseur normal, voire même tendre. Et le meilleur exemple, c'est le but concédé contre l'Égypte. Je suis d'accord avec lui. Il veut d'abord se concentrer sur son club et être titulaire. Il a fait une erreur dernièrement, il a été sorti par l'entraîneur. Lui, il veut d'abord être titulaire, il veut prendre son temps. Et quand on retrouvera donc un temps de jeu, il dit « si je reviens au niveau, eh bien là, je reviendrai à l'équipe nationale du Maroc. Il reste le patron de la sélection. » Moi, je trouve que c'est une décision positive et négative en même temps. Parce que Ben Attia n'est pas prêt ni physiquement, ni techniquement, ni psychiquement pour apporter un plus à l'équipe nationale. Négative ensuite parce que Ben Attia a un poids important au niveau de la sélection marocaine et son absence va avoir un impact négatif sur l'équipe nationale puisque c'est un joueur très très important au niveau aussi de la cohésion du groupe. Une retraite provisoire? Une retraite, c'est pas un problème, mais le problème c'est au niveau du provisoire, ça veut dire qu'il peut venir quand il veut. Il dit qu'il prend sa retraite internationale parce que tout simplement il ne veut pas jouer les matchs amicaux, il veut se préserver pour son équipe, la Juventus de Turin. Lui, il veut d'abord être titulaire, garder sa place avec l'équipe de la Juve. Après, avec le Maroc, il va choisir. Il faut plutôt l'encourager. Il ne faut pas qu'il quitte la sélection. Provisoire, c'est pas très très bon pour l'équipe du Maroc parce que provisoire, ça veut dire qu'il va revenir. Mais quand? Moi, je trouve que c'est une sage décision parce que Ben Attia est d'abord le joueur de la Juventus, c'est pas celui de l'équipe nationale. S'il reste à la Juve, il peut jouer jusqu'à 50 à 60% des matchs et apporter un plus à la Juventus. L'équipe nationale ne nous a rien donné et pour moi, c'est la meilleure décision de sa vie. Il y a ceux qui ont été déçus. Comment vous avez vu un petit peu la réaction du public marocain? Oui, elle est partagée, c'est vrai. Déjà, les gens ils ne comprennent pas trop. Au Maroc, on aime bien aussi inventer les choses. Donc moi, j'ai lu pas mal de choses comme quoi la Juve m'a forcé à arrêter, comme quoi plein de choses qui sont complètement fausses. Non, je tenais justement à signaler que jamais personne m'a dit ce que je devais faire dans ma carrière. Donc c'est pas aujourd'hui que ça va commencer. Mais voilà, moi honnêtement, je pense surtout aux supporters qui sont déçus de ne plus me voir. C'est à eux que je pense. Comme j'ai dit, c'est vraiment momentanément. Donc j'espère que je vais vite retrouver pas mal de temps de jeu pour pouvoir répondre de nouveau au Lions de l'Atlas. Il n'y a rien qui est définitif. Et comme j'ai dit, si la sélection a besoin, je répondrai présent. Mais pour l'instant, c'est important de jouer plus. C'est important de retrouver la grande forme. Et puis voilà, après, de toute façon, j'ai envie de dire que ça fait presque 10 ans que j'étais en sélection. On m'a souvent critiqué, même pour pas grand-chose. Hein. On a vu avant la Coupe d'Afrique, toute la semaine qui a précédé le premier match, il n'y a eu que des articles qui étaient complètement faux en disant que j'étais arrivé en retard au rassemblement, en disant qu'il n'y avait pas une bonne ambiance, en disant plein de choses. Tous les coéquipiers, tous les coachs que j'ai eus ont toujours dit le contraire, mais malheureusement, il y a certaines presses qui sont contents d'écrire ce genre de choses. Donc peut-être qu'eux, ils sont contents. Au moins, ça, on aura fait des gens heureux, c'est bien. Mehdi, on vous a vu fêter le titre du Calcio avec la Juventus, avec un drapeau marocain sur le dos. C'est une réponse à ces critiques?
Non, honnêtement, l'avis des gens m'importe très très peu. Personne ne fait l'unanimité et je ne cherche pas d'ailleurs à faire l'unanimité. Voilà, c'était une fierté. Je l'ai fait au Bayern de Munich. À chaque fois que j'ai eu des moments importants dans ma vie, que ce soit avec le Bayern ou là, j'ai soulevé des titres. J'étais toujours fier de porter ce drapeau. Malheureusement, on est très très peu de joueurs maghrébins en Europe qui remportent des titres régulièrement ou qui participent à des demi-finales, des finales de Ligue des Champions. Moi, je me considère comme un privilégié de pouvoir le faire. Donc c'est normal de porter mon drapeau avec moi. Je pense que quand on voit les joueurs brésiliens, argentins, ils ont la chance d'avoir 50 joueurs représentés ou 100 joueurs en Ligue des Champions. Nous, au Maghreb, malheureusement, on n'a pas cette chance-là. Donc voilà, comme ça me fait plaisir de voir un Brahimi ou un Mahrez avec le drapeau de l'Algérie, etc., ben, ça me fait tout autant plaisir quand j'ai l'opportunité de sortir mon drapeau, comme l'a fait aussi le frère Nabil Dirar avec Monaco. C'est bien, ça prouve que le rêve est permis, que tous les joueurs marocains peuvent rêver de remporter des titres, parce que si nous on le fait, c'est que n'importe qui est capable de le faire aussi. Et c'était voilà, c'est un message surtout pour tous les joueurs, pour les joueurs de la Botola, pour tous les gens d'origine ou nationalité marocaine, qui soient fiers et qui se disent que bah, nous aussi, les Marocains, on peut envisager à faire une grande carrière et à gagner des titres. C'est pas que les autres. Alors, Mehdi, comme dernière question, comment et quand vous allez revêtir le maillot national? Est-ce que ça dépend de vous? Est-ce que vous êtes en contact avec le sélectionneur national pour fixer une date de votre retour avec les Lions? Bah non, comme j'ai dit dans la question précédente, c'est que ça ne dépend pas de moi, dans le sens que pour retrouver la sélection, j'ai besoin d'être compétitif et j'ai besoin d'enchaîner les matchs. Donc du moment où, voilà, là on va partir, là c'est les vacances, on va revenir, on va faire une très bonne préparation. J'espère évidemment l'année prochaine jouer encore plus que cette année. Et si je redeviens compétitif et si j'arrive à enchaîner les matchs et que la sélection a besoin de moi, je répondrai présent. Mais si c'est toujours le même problème, malheureusement, que je joue très peu, je pense que le coach fera d'autres choix et il aura bien raison. Parce que voilà, moi, comme j'ai dit, ça ne dépend pas de moi. J'ai pas de souci avec la sélection. C'est simplement que, comme j'ai dit, la sélection, ça se mérite. Et tu dois aller en sélection quand tu es compétitif. Tu ne peux pas aller en sélection si tu joues un match sur 4 ou sur 5. Donc voilà, j'espère le plus vite possible en tout cas. Voilà, merci Mehdi de nous avoir accueillis dans ce beau centre d'entraînement de la Juventus, la Rijeka Seniora. On vous souhaite bonne chance et bonne continuation. À l'équipe technique, à tous ceux qui ont participé à la réalisation de cette entrevue, à vous tous, je vous dis grazie mille. Segna Mehdi Benassia, di nuovo l'Udinese mette la freccia e avanti di un gol. Anche qui tra rimpalli e un altro si trova sui piedi la palla Benassia. Olimpico, Roma che sblocca il risultato, la sponda di destro per Benatia. Ecco che quel pallone arriva lì nel mezzo e c'è il colpo di testa vincente, sì, di Benatia, il Bayern di Monaco. Dybala, pallone dentro per Benatia, il tiro a rete, Juventus in vantaggio. Et le goal de Benatia. Voilà, donc Mehdi Benatia, avant de se quitter pour cette dernière édition du club de la saison, j'aimerais bien avoir aussi vos sentiments sur cette première expérience, cette première saison du club. Je commence par qui? Amine, Reda, allez Amine. Pour être honnête, en fait, c'était un vrai calvaire. Calvaire déjà pour venir à Rabat, parce que je le fais le voyage avec Reda El Lali. Donc tu imagines bien 2 fois 1 heure ou 2 fois 1 heure et demie aller-retour. Avec un bavard comme lui, c'est pas toujours évident. Ouais.
Et un calvaire ensuite, parce que comme tu es patron, il faut très souvent te donner raison, même si on n'est pas très convaincu. Et tu peux sortir des cartons, ils ne changeront rien à la chose. C'est la dernière, tu ne peux pas me virer de toute façon. Voilà, tu peux me virer pour la saison prochaine, mais tu ne peux pas me exactement. virer pour maintenant. Mais sinon, plus globalement, oui, non, bien sûr, ça a été un super échange intellectuel. C'est toujours agréable de parler de foot avec des gens qui s'y connaissent un peu. Je parle de vous, notamment. Et puis on a fait de belles rencontres. Certaines avec un gros melon comme celle de Fred Hermel, qui va me hanter, je pense, pendant les 2 mois de vacances avec Carelli et Real Madrid. Et dans l'espoir que je serai dans tes petits papiers pour la MGL éventuellement. Ouais, j'espère. Je réfléchis. Reda Allali. Moi, je retiens mes déboires en termes de chemise. La refonte profonde, voilà, de ma garde-robe pour respecter les exigences de ton élégance. Et puis le plaisir et le bonheur que j'ai pu avoir à entendre d'aussi près les analyses puissantes de mon ami Amine, que ce soit dans la voiture ou sur le plateau. Et beaucoup de plaisir, ouais, parce que le foot, ça reste quand même du plaisir. Et même si on le prend parfois très au sérieux, il faut quand même se rappeler qu'on espère vous avoir donné autant de plaisir qu'on en a eu à parler de foot avec vous cette année. Voilà. Et puis que le mercato, on va voir ce qu'il va nous réserver. Voilà. Je ne sais pas qui a dit, juste pour rebondir sur la phrase d'Areda, qui a dit, ça Reda nous le dira, un Anglais, que le football n'était pas seulement une affaire de vie ou de mort, que c'était bien plus que ça. Bill Shankly. Voilà, merci. Manager de Liverpool des années 50. Quand tu ne sais pas, tu peux me demander. Hein. Quelle culture de Reda Allali. Pour moi également, c'était des fois très très compliqué de vous gérer entre les chemises XXS de Reda Allali et des fois des arrivées un peu tardives au plateau, mais ça a été vraiment, franchement, un énorme plaisir de vous avoir parmi nous. Après, finalement, Amine, Reda, et j'oublie pas non plus Julie bah oui. Rosselin, exactement, Julie. Hervé Penaud, tu as parlé également de Fred Hermel et Juan Pedro Benali également, et toute l'équipe du club. C'est la fin de cette dernière édition de la saison du club. Mille merci de l'avoir suivi. Merci également aux équipes techniques dans le studio de Rabat qui, franchement, ont été super. Franchement, super tout au long de la saison. Ciao les amis et à la saison prochaine.